je suis très ému ce matin parce que c'est un moment très important pour tout vous dire, dans la mesure où nous sommes effectivement réunis autour d'une nouvelle cause sur laquelle nous allons parler aujourd'hui. Alors je remercie effectivement nos ambassadeurs, délégations de l'UNESCO qui sont présentes avec nous. Merci Madame l'ambassadrice qui représente effectivement la France également à l'UNESCO. Je remercie encore une fois Catherine Morin-Desailly, sénatrice de Seine-Maritime. Je remercie évidemment tout un chacun d'être présent ici pour cette ouverture importante, cette conférence de presse qui va nous permettre d'avancer sur un terrain qui est celui du sonore, évidemment, là où nous sommes en train de placer la semaine du son dans le cadre de l'UNESCO à travers effectivement cette appellation aujourd'hui qui se nomme donc Semaine du son de l'UNESCO. Événement, effectivement, qui prend ses assises, qui s'installe durablement, en tout cas, au sein même de cette organisation internationale et qui va nous permettre, bien évidemment, de pouvoir démarrer cette dimension du sonore au niveau international dans 193 pays. Donc, pour faire court, ce matin, je tiens à signaler que nous avions un slogan, et je le trouve plutôt réussi. Entendre d'une autre oreille, la semaine du son de l'UNESCO pour entendre une autre oreille, ce qui signifie, à vous journalistes en tout cas, cette dimension de la compréhension du monde. C'est ce que nous disait Jacques Attali, qui était parrain il y a quelques années de la semaine du son. Le monde ne se regarde pas, il s'écoute d'abord. Et je pense qu'il y a quelque chose de vrai dans tout cela, évidemment. J'entends mieux, quand j'entends, je vois mieux. Entendre pour mieux voir, pour mieux comprendre le monde. Et il y a la semaine du son, il y a donc bien cette dimension d'écoute, de l'écoute du monde et la compréhension de tout un chacun. Et c'est dans cette dimension sociétale que, justement, il y a 2 ans, l'UNESCO nous a reçus avec enthousiasme, tout simplement parce qu'il y avait bien cette dimension du regard de l'homme à l'homme. Autrement dit, comment précisément ce monde évolue d'année en année sur ces bases qui sont celles de l'écoute de tout un chacun. Le monde, encore une fois, ne se regarde pas uniquement, il s'écoute d'abord pour pouvoir mieux se voir. Voilà, c'est ainsi que je voulais démarrer cette présentation qui me paraît essentielle pour bien ouvrir les débats qui vont être nombreux ce matin. Encore une fois, merci à vous, tous et toutes. Je remercie tout particulièrement également Costa Gavra, qui est l'ami véritablement de notre association depuis ses tout débuts. Costa, vous avez été parrain il y a quelques années de cela déjà de la semaine du son. C'était un grand moment et vous aurez la difficulté et la tâche de terminer, de clore effectivement ce débat. Je vous laisserai la parole tout à l'heure quant à l'approche qui nous est propre, qui nous est importante, qui est celle du rapport du sonore dans le domaine du cinéma. Voilà. Sans plus attendre, M. Chakchouk n'étant pas arrivé, je laisse la place à Catherine Morin-Desailly. Merci, cher Christian. C'est un bonheur d'être là, à tes côtés. Monsieur le Président, alors je ne salue pas encore Monsieur le sous-directeur qui va nous rejoindre, d'après ce que j'ai pu comprendre. Je voudrais saluer notre nouvelle ambassadrice près de l'UNESCO. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers Costa Gavras, je suis très heureuse d'être présente à nouveau pour cette conférence de presse parmi vous, parce que je voulais réaffirmer que la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication que j'ai l'honneur de présider au Sénat est un partenaire de longue date de cette semaine du son et entend bien entendu le rester et poursuivre ses travaux en lien avec les enjeux qu'a exposé Christian Hugonnet. J'aime bien cette citation du Brésilien Paulo Coelho qui dit « Tout est écrit dans les sons ». En effet, si le son convoque tous les aspects de notre vie quotidienne, tu l'as rappelé Christian, la santé, l'urbanisme, l'éducation, le travail, il s'inscrit aussi dans une approche artistique globale, la musique, le cinéma, le ballet, l'opéra, le théâtre.
Et le succès des expériences culturelles immersives, qui reposent essentiellement sur l'écoute et la réalisation d'un parcours sonore, témoigne de la place centrale qu'occupe le son dans notre approche à l'art. En 2050, je voudrais attirer votre attention là-dessus, plus de 2 tiers de la population vivra en ville. Cette explosion urbaine pose la question de la place du son dans l'aménagement urbain et ses conséquences socio-économiques. Et à l'heure où la pollution sonore aggravée par les inégalités représente un problème de santé publique, il revient aux décideurs publics que nous sommes de proposer une réflexion sur le son dans le cadre des politiques d'aménagement du territoire. Je voudrais rappeler qu'en juillet dernier, au Sénat, à l'initiative de Christian, nous accueillons un dîner de la Semaine du son sur le thème son, architecte et urbanisme, en présence du secrétaire général de l'Association des maires de France. Et cette réflexion, ce soir-là, a révélé la nécessité de développer une approche transversale des problématiques liées au son. Encore une fois, à cet égard, le rôle des décideurs publics est doublement essentiel. C'est d'abord inclure le son comme une donnée intégrante des nouveaux espaces de vie urbains et, par ailleurs, proposer une offre culturelle interdisciplinaire autour du son à destination de tous les publics. Je tiens par ailleurs à rappeler que la lutte contre la pollution sonore est avant tout une exigence européenne. La directive du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement impose l'élaboration de cartes du bruit. C'est un texte réglementaire qui a une portée intéressante, puisque au-delà de prévenir les effets nuisibles engendrés par la pollution sonore sur l'homme et la nature, il prévoit également la protection des zones calmes par la maîtrise de l'évolution du bruit. Mais bien sûr, l'appropriation des textes réglementaires, et c'est le législateur qui vous parle, ne peut se faire sans la promotion d'une véritable culture du son auprès des élus comme du grand public. Cette culture du son, et la Semaine du son l'a fort bien compris et la met en avant, doit s'intégrer dès le plus jeune âge, notamment dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle, conjointement développée par le ministère de l'Éducation nationale et de la Culture, très fortement soutenue aussi par les collectivités territoriales qui financent pour 70% la culture. Donc je salue l'initiative que porte cette 17e édition, je voudrais la mettre en relief, en partenariat avec l'Éducation nationale, qui consiste à sensibiliser les publics scolaires et le corps enseignant aux enjeux liés à notre environnement sonore, à la connaissance des sons et au métier du son. Cet enjeu, s'il est transversal, concerne toutes les populations auxquelles je fais bien sûr référence. Pour que les évolutions de notre environnement sonore ne se dégradent pas notre qualité de vie et celle des générations futures, donc une véritable prise de conscience doit être collective, bien sûr, elle doit s'opérer. Et c'est à un niveau supranational, et à cet égard, je salue la présence des ambassadeurs qui représentent le Liban, le Japon et l'Argentine. C'est à cette échelle-là que cette prise de conscience doit avoir lieu. Et c'est ce à quoi je m'attache, cher Christian, encore une fois, avec détermination. Et tu as le soutien de mes collègues du Sénat qui, rassemblés dans ce club parlementaire, te témoignent vraiment toute leur attention et te souhaitent bonne chance pour cette nouvelle semaine qui se profile et qui va être passionnante. Catherine, tu as bien cité ce forum Son et Société que nous avons lancé au Sénat, qui est un moment tout à fait exceptionnel qui nous permet de nous réunir régulièrement. Encore merci. J'appelle Monsieur Chakchouk, donc sous-directeur général pour la communication et l'information, qui nous a rejoints. Je vous laisse la parole. Bonjour, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Mes collègues m'ont préparé un speech, mais je préfère peut-être improviser aujourd'hui, sachant que je suis entre des experts de cette Semaine du son, de ces activités qui sont d'une importance capitale pour l'UNESCO. Aujourd'hui, nous sommes ravis que plusieurs États membres croient à ces activités, croient à l'importance de cette Semaine du son, et l'UNESCO en est ravi. L'UNESCO en est ravi parce qu'on pense que le son est aujourd'hui d'une importance capitale dans notre vie, dans nos activités, dans notre mandat. Et nous croyons que cette semaine, qui va être donc maintenant et qui est une des activités majeures que tous les secteurs de l'UNESCO s'associent pour vraiment célébrer, mais aussi réaliser des activités dans différents domaines, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la culture, mais aussi dans le domaine de la communication et information et les sciences. Et du coup, nous sommes ravis, bien sûr, d'être associés avec vous aujourd'hui
et pour aussi vraiment réussir cette semaine du son, qui est en relation avec les radios, primo, que nous avons le mandat dans le secteur communication et information de promouvoir, et qui est en relation avec aussi notre culture, de vivre ensemble, d'assurer une certaine harmonie en fait de notre vie commune, et qui est également en relation avec l'éducation. Parce que le son est utilisé comme un moyen d'éducation, et nous sommes ravis aujourd'hui que le secteur éducation également s'associe avec le secteur CI, communication et information, pour pouvoir assurer plusieurs d'activités dans le cadre de cette semaine. Nous sommes avec vous, nous soutenons cette semaine, nous allons assurer quand même la coordination au sein de l'UNESCO, et bien évidemment avec le support des États membres, et je les salue tous. Nous serons bien sûr ravis de vraiment s'associer avec les différents acteurs pour réussir cette semaine du son qui serait dans notre cœur du métier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Alors, notre ambassadrice Sarba Sahari n'étant absente pour le Liban, j'ai demandé à Alia Chehab, chargée de mission, de bien vouloir dire 2 mots sur la première expérience qui a été réalisée au Liban. Excellences, Mesdames et Messieurs, bonjour. L'ambassadrice Bahasseri s'excuse de ne pas pouvoir être là ce matin à cet événement auquel elle tenait particulièrement. Et elle m'a chargée de partager avec vous les quelques réalisations de la délégation du Liban concernant l'importance du sonore dans le monde d'aujourd'hui. Dès 2016, la délégation du Liban a été à l'initiative, avec la délégation de la France, de l'adoption de la charte du son par l'UNESCO. Et avec les délégations du Japon, de l'Argentine et de la Côte d'Ivoire, nous avons présenté un projet de décision sur l'importance du son, qui depuis est devenu la résolution 39C59, adoptée le 31 octobre 2017 à la Conférence générale de l'UNESCO. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de consolider cette résolution par une nouvelle décision adoptée à l'unanimité du dernier Conseil exécutif et qui ancre la Semaine du son à l'UNESCO, qui devient donc la Semaine du son de l'UNESCO, à l'adresse des 193 États membres, et un engagement fort de l'organisation. Aussi, le Liban est fier d'avoir été le premier pays à organiser en mai, à travers sa délégation à l'UNESCO et sa commission nationale, une première semaine du son suite à l'adoption de la résolution 39C59 et en application concrète de celle-ci, puisqu'elle invite les États membres à organiser des semaines de sensibilisation aux enjeux du sonore, à l'initiative des délégations aux commissions nationales et avec le concours de différents acteurs de la société civile. Dans le cas du Liban, la délégation auprès de l'UNESCO a tenu à être un passeur de témoins qui aide, encadre, veille, mais dont l'objectif principal est l'appropriation de la Semaine du son par les acteurs locaux, à travers la Commission nationale et les partenaires choisis, en l'occurrence le monde académique. Au Liban, 4 des principales universités se sont emparées du projet et ont travaillé ensemble dans les meilleures conditions à différentes animations urbaines, installations artistiques, conférences à destination de tous les publics, des plus pointus aux moins favorisés, concerts ouverts à tous, de musique et sons oubliés et autres activités, et ce, en incluant le réseau des écoles associées de l'UNESCO pour que la sensibilisation se fasse auprès des plus jeunes qui souvent ne connaissaient pas le son vivant de certains instruments. Par ailleurs, Beyrouth est une ville bruyante qui doit être repensée aussi par le son. Et c'est dans ce sens que, les circonstances le permettant, une deuxième édition de la Semaine du son est prévue au printemps prochain. Le Japon a également été à l'initiative d'une Semaine du son post-adoption de la résolution 39C59. Et nous espérons, suite au lancement officiel le 20 janvier de la prochaine Semaine du son de l'UNESCO, et suivant la recommandation de la nouvelle décision du Conseil exécutif qui, en renommant la Semaine du son, montre l'engagement de l'UNESCO et l'internationalisation de la semaine, nous espérons donc que chaque État membre fasse de même et organise à sa convenance et selon son calendrier une semaine de sensibilisation aux enjeux du sonore qui, comme l'a encore précisé notre cher Christian Hugonnet, sont des enjeux sociétaux, transversaux de la première importance. Merci Christian pour ton engagement. Nous attendons le lancement de la prochaine édition impatiemment et merci pour votre attention. Bien, merci beaucoup pour cette intervention remarquable.
J'appelle Madame Véronique Roger-Lacan, donc nouvelle ambassadrice déléguée de France, en tout cas déléguée permanente de France auprès de l'UNESCO. Merci d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour, cher Christian Hugonnet, Madame la sénatrice, Monsieur Costa-Gavras, chers collègues. Vous connaissez maintenant la semaine du son, vous avez lu vos dossiers de presse, vous avez entendu Christian, Madame la sénatrice, notre collègue du Liban. Je crois que je vais vous raconter, nous sommes tous convaincus, je pense, du fait que le son, la pollution sonore, la qualité des enregistrements sont de vrais enjeux de santé publique, d'éducation, de vivre ensemble. Et je crois que ce que Christian disait, c'était essentiel. On doit écouter pour voir, on doit voir pour écouter, et on doit écouter la vie, écouter la terre. J'ai fait écouter à mes enfants, il y a quelque temps, l'enregistrement des sons à Tchernobyl. Alors, Tchernobyl, ce n'est pas une image de bonheur particulier, mais l'endroit a été complètement déserté et réinvesti par une nature qui, du coup, est ce qu'elle est à Tchernobyl, mais n'est absolument pas polluée par l'homme. Et c'est un enregistrement extraordinaire parce qu'on entend dans une pureté de son absolu, oiseaux, animaux, et c'est fascinant. Et le bonheur et le sentiment de vivre, de vie absolument essentiel que l'on a en écoutant cet enregistrement est un exemple, je crois, de ce que, Christian, vous essayez et vous promouvez avec grand succès. Pourquoi est-ce que nous sommes si fiers et si heureux aujourd'hui à l'UNESCO? C'est parce que l'initiative était portée à l'origine et au départ par quelques États membres et une dizaine, et qu'aujourd'hui nous avons réussi avec la Côte d'Ivoire, l'Argentine, le Liban, le Japon à convaincre 193 États membres à s'engager derrière Christian, derrière la semaine du son, sur cette cause qui est, nous semble-t-il, essentielle pour notre mandat, et notre mandat que vous connaissez ou pas, c'est dans l'esprit des hommes et des femmes que naît la guerre, et c'est dans l'esprit des hommes et des femmes que nous travaillerons tous ensemble à faire naître un esprit de paix, par le biais des questions qui sont dans notre mandat, éducation, culture, science. Le son est un objet, est un concept, est un atout de l'homme qui doit et qui a ses ramifications et ses fondements dans l'ensemble de ces domaines, sciences, culture, éducation. Et ça a été, notre collègue du Liban a évoqué les libellés des décisions que nous avons adoptées dans ce jargon bureaucratico-multilatéral qui est notre grande spécialité. Mais l'enjeu, c'est vraiment d'avoir convaincu ces États. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que maintenant, une sorte de conscience, si on a adopté ces décisions, c'est que nous en avons débattu à 193 États membres, et ça n'a pas été facile, parce qu'il y en a toujours qui considèrent que ce n'est pas essentiel, qu'après tout, il y a beaucoup d'autres choses plus importantes, ou qu'en fait, ce n'est pas du tout la peine de faire quoi que ce soit dans quelque domaine que ce soit. Mais nous les avons convaincus, et donc nous espérons désormais, et nous irons avec nos collègues porteurs du projet, le secrétariat de l'UNESCO et Christian et ses équipes, encourager les États à installer et faire des semaines du son, et surtout adopter des politiques publiques dans le domaine que Christian promeut, dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'environnement, dans les domaines des technologies du son, dans les domaines son et images, pour que chacun de ces États membres, avec la société civile, puisse promouvoir ces enjeux et les défendre. Un dernier petit mot, nous à l'UNESCO, nous sortons de 3 semaines de conférence générale, et pour nous comprendre, nous, ensemble, 193 États membres, on travaille en 6 langues de travail,
ce qui signifie que nous utilisons énormément de sons, des micros, des casques, des traductions, avec un son épouvantable. Et on sort de ces journées avec la tête comme un chou-fleur et l'envie d'être dans le silence absolu et en dehors de ce genre d'environnement. Donc, la semaine du son à l'UNESCO, on a beaucoup de travail. Merci à tous. Nous allons nous y atteler, pour tout vous dire. On s'y intéresse justement, notamment sur la salle 1, et puis d'autres salles qui ne sont pas forcément équipées comme on aimerait qu'elles le soient. Donc, autant vous dire qu'il y a aujourd'hui du travail, et l'aspect du son à l'intérieur de l'UNESCO, ça va nous permettre peut-être d'y voir plus clair. En tout cas, merci, et d'avoir aussi insisté aussi fortement sur la difficulté, effectivement, à engendrer un tel mouvement au sein même d'une structure où les gens ne sont pas forcément conscients de cette problématique. J'appelle une personne qui est très consciente de cette problématique, c'est M. Miguel Ángel Illman, qui est ministre et qui représente aujourd'hui la délégation de l'Argentine et qui a toujours été, depuis le début, un ardent défenseur de notre cause. Merci beaucoup. Je vais vous raconter comment s'est déroulée la première rencontre avec la Semaine du Son. Et M. Hugonet est venu à la délégation et m'a demandé le soutien de l'Argentine, la participation de l'Argentine. Je lui ai répondu, bien sûr, je dois demander l'autorisation de mon État. Mais la réponse est oui. Et nous sommes très fiers d'être ici et de trouver beaucoup d'idées pour développer beaucoup de choses chez nous. Vous savez, la jalousie, c'est un moteur très important de l'être humain. Et la jalousie que nous avons avec la Semaine du Son en France et au Liban maintenant nous donne beaucoup d'idées pour travailler avec les sons en Argentine. J'ai pensé qu'il y a des choses duquel on ne parle pas. Et la religion, c'est une chose un peu difficile ici à l'UNESCO. La diversité culturelle, on évite un petit peu. Mais il faut se rappeler que tous les livres sacrés parlent du son. Et on dit toujours, au commencement, c'était le verbe, c'était la parole, c'était le son. Ce n'était pas l'image, c'était le son. Et peut-être c'est la caractéristique la plus développée de l'être humain. C'est l'utilisation du son pour communiquer avec toute la richesse du son. Toutes les espèces peuvent communiquer, mais pas comme l'être humain. Peut-être ça, c'est la fierté de l'humanité. Et par exemple, ici à l'UNESCO et dans toutes les organisations internationales, il y a un problème et on peut continuer. Même on a continué des réunions pendant des bombardements, pendant des révolutions, pendant beaucoup de problèmes. Mais il y a un sujet qui fait arrêter n'importe quelle négociation. C'est le manque des interprètes. Si les interprètes ne sont pas là, on doit finir la négociation et continuer quand les interprètes seront disponibles. Ça veut dire c'est les sons. On peut avoir des tonnes de documents, mais que peut-être on ne lit pas, mais sans les interprètes, on ne peut pas travailler. Ça veut dire que l'UNESCO ne peut pas travailler sans les sons. Bon, et toujours avec la fierté que nous avons de partager cette semaine, je vais remercier à M. Hugonet d'avoir choisi le 20 janvier pour commencer la semaine du son parce que c'est mon anniversaire. C'est une journée très importante. Et nous voulons continuer, on va continuer, et cette fierté et la jalousie que nous avons chaque fois que nous regardons les programmes, on se dit « Oh, mais comment il a eu cette idée ?» C'est incroyable. Et la dernière chose, c'est derrière n'importe quelle idée, n'importe quel programme, il y a toujours des êtres humains. Et sans l'énergie que vous transmettrez à tout le monde, et j'espère que pouvoir copier les articles que vous écrirez sur la Semaine du Son pour envoyer à notre presse en Argentine pour dire « Regardez, qu'est-ce qui se passe en France ?» Et bon, on va continuer, mais avec l'énergie des êtres humains qui sont dedans et derrière les idées et les amis qui sont ici, qu'on va continuer à soutenir et à travailler ensemble avec eux. Merci beaucoup. L'Argentine va continuer avec nous. M.
que l'ambassadeur du Japon n'est pas là, je crois, a priori. Très bien. Eh bien. Il me reste à ouvrir officiellement, si je puis dire, le programme directement de la Semaine du Son et laisser la parole tout simplement à notre marraine, à sachant juste avant, bien rappeler effectivement à vous journalistes que la Semaine du Son s'équilibre, en tout cas se construit sur 5 thèmes. Et c'est ainsi que nous avançons bien, car le sonore est tellement large qu'il faut les rappeler chaque fois. Effectivement, l'environnement sonore, point numéro 1, tout ce qui touche à notre environnement sonore, notre urbanisme, tout ce qui touche à notre santé auditive en particulier, mais la santé en général également, liée au problème du sonore. Vous le savez tous qu'effectivement, nous arrivons quasiment en 2e position en ce qui concerne les troubles liés effectivement au son et à la nuisance sonore. 2e cause de morbidité tout de même après la pollution de l'air, donc c'est un problème essentiel. 3e point important, tout ce qui touche à l'enregistrement et la reproduction du son. Très important, savoir enregistrer et reproduire le son. 4e point, très important, tout ce qui touche au rapport image et son. Costa Gavras étant présent, là, peut en dire 2 mots tout à l'heure. Et le dernier point, c'est l'expression musicale, dans un monde où, précisément, la musique ne s'exprime plus beaucoup. Elle s'écoute, et on en parlera tout à l'heure, elle s'écoute trop aujourd'hui, pas assez exprimée par chacun. Voilà. Ceci étant dit, je laisse la parole à Rokia Traoré, qui n'a pas pu se déplacer, qui est au Mali aujourd'hui, et qui nous fait la gentillesse de cette petite intervention d'ouverture. Bonjour. C'est un plaisir pour moi d'être la marraine de la Semaine du Son 2020, un réel plaisir de se retrouver dans un environnement avec des personnes et des valeurs liées à ma manière précise de percevoir le son, ce que j'entends et ce que je pense faire entendre. Alors, c'est avec grand plaisir que je vous parle aujourd'hui, même si ma tristesse est aussi grande de ne pouvoir être parmi vous. J'espère vous retrouver bientôt, le 20 janvier, à l'occasion de ce concert spécialement conçu pour l'événement et que nous pourrions échanger alors. Je vous souhaite une excellente Semaine du Son 2020. Kanandusu bo wale kena netekele fe. Bien. Donc merci pour elle. Donc elle compose un ensemble exceptionnel pour l'anniversaire de Miguel. Donc nous pourrons entonner avec elle joyeux anniversaire. Ça sera un grand jour. Donc je vais essayer de faire toute cette semaine du son. Donc la particularité, la grande difficulté de la semaine du son, c'est que dans une semaine, il y a 7 jours et il y a 5 thèmes dans la semaine du son. Donc ça demande une certaine acrobatie. Et je propose à Christian de remonter sur scène quelques instants pour décrire la soirée qui nous attend le 20 janvier. Et la particularité, c'est que pour la première fois, international oblige, pour la première fois, la soirée de la Semaine du Son sera retransmise en direct dans 80 pays grâce à Mezzo. Et donc Mezzo enregistrera ce concert exceptionnel et le diffusera le jour même. Et donc ce sera en même temps l'occasion pour nous et pour l'UNESCO de prévenir les partenaires des pays qui reçoivent Mezzo de pouvoir être parmi nous, bien qu'il ne soit pas à Paris. D'autant plus que l'année dernière, la soirée avec Jordi Savall avait fait salle comble. Il n'y avait pas un seul siège disponible. C'était vraiment exceptionnel. C'était la première fois que du bas jusqu'en haut du balcon, chaque place était occupée. Et ça nous avait réjouis. Donc en plus, il y aura les spectateurs à l'international. Je vais laisser la parole à Christian pour cette soirée. Quelques mots ? Oui, tout est dit. Ça sera une soirée tout à fait extraordinaire, importante, fondamentale. C'est un moment important de structuration de la Semaine du Son qui devient, encore une fois, Semaine du Son de l'UNESCO. Il y aura nos ambassadeurs. J'espère que nous aurons
beaucoup de nos ambassadeurs qui seront présents ce soir, un grand public pour fêter ce démarrage, cet anniversaire qui va être un vrai démarrage. Je le rappelle qu'aujourd'hui, grâce à cette décision qui a été adoptée par le Conseil exécutif, cela signifie que nous démarrons chaque année, en fait, la semaine du son. Nous la démarrons dorénavant chaque année au mois de janvier, 3e semaine du mois de janvier. Ça sera, je dirais, un rendez-vous annuel et pour lancer des semaines du son dans le monde entier. Et c'est en cela que cela devient quelque chose d'assez extraordinaire, car nous aurons également ce soir-là beaucoup d'étrangers qui viendront pour pouvoir assister à ce démarrage. Et ensuite, chacun des pays pourra organiser des semaines du son selon ce calendrier et selon effectivement son climat. On n'a pas du tout eu envie, en tout cas, de lancer une semaine du son de l'UNESCO au même moment, à la même période. C'est ridicule. Chaque pays a ses contraintes et on était bien conscient de cela. Donc ça veut dire qu'effectivement, on démarre l'année, là, à Paris, et ensuite, voilà, ça explose partout dans tous les pays du monde. Rokia Traoré, que j'ai eu au téléphone hier soir, est ravie. Elle va nous faire une soirée absolument incroyable avec 5 musiciens. Ça va si vous connaissez Rokia, c'est un style très world music et classique en même temps. Elle s'intéresse beaucoup à des instruments anciens qu'elle modernise aujourd'hui. Et cela donne en fait une musique absolument extraordinaire et qui répond à nos critères aussi de qualité sonore aussi. Un son qui donne des silences, une musique qui s'arrête, qui reprend, qui joue justement sur la nuance, qui joue sur la dynamique sonore. Autrement dit, cette musique qui nous va bien et qui va bien à nos oreilles aussi et à nos jeunes aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette ouverture qui va être encore une fois un moment formidable. Voilà. Et je rajoute que Rokia Traoré va nous faire un programme exceptionnel spécialement pour cette soirée. Donc ce ne sera pas que son répertoire, mais UNESCO oblige, il y aura des titres internationaux qu'elle reprendra. Donc elle reprendra avec son style, mais du coup ça sera vraiment une soirée unique, ce qui explique que Mezzo ait souhaité immortaliser cette soirée. Donc nous étions le lundi avec la soirée d'ouverture et l'expression musicale, et le mardi nous aurons sur l'environnement sonore une soirée à l'auditorium du Collège des Bernardins. Donc c'est une soirée qui sera menée également avec une surprise offerte par Rokia Traoré pour nous accueillir. Et ensuite, nous aurons la chance d'avoir la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire national des arts et métiers, qui interviendra sur le sujet « Le bruit aux pauvres, le silence aux riches ». Ce thème est un peu le fruit de la semaine du son qui s'est passée à Beyrouth, où il y a des contrastes sonores importants. Et donc la rencontre entre Christian Hugonnet et Cynthia Fleury a abouti à ce débat où, en définitive, l'environnement sonore dans lequel on vit est quand même un marqueur social qui peut poser problème. Et donc nous avions l'année dernière évoqué, au moment des sujets sur l'architecture, le bruit des grands ensembles. Et donc Cynthia Fleury nous proposera une réflexion sur le sujet, un débat avec Rokia Traoré, et nous aurons un invité surprise dans ce site fabuleux du Collège des Bernardins. Et donc là, c'est pour le mardi 21 janvier, environnement sonore. Le mercredi est traditionnellement consacré à la pédagogie, avec le Forum des formations supérieures au métier du son. Ça sera la 7e édition. C'est organisé en partenariat avec Sorbonne Université. Donc c'est le mercredi 22 de 13h30 à 17h30. Nous nous retrouverons à nouveau à l'UNESCO. Et comme chaque année, l'ensemble des formations françaises, voire même proches internationales, puisque nous avons souvent des pays limitrophes qui sont représentés. Et donc je repasse la parole à Christian pour évoquer cette rencontre du 22 janvier qui se passe au moment où les jeunes futurs bacheliers cherchent leur orientation. Et donc c'est une façon de leur permettre en 3 heures de découvrir toutes les formations qui s'offrent à eux dans le domaine du son.
Oui, préciser simplement que pour la première fois cette année, on ouvre l'ouverture, toutes les écoles supérieures métiers du son s'ouvrent dorénavant également aux écoles d'audioprothèse. Autrement dit, il y a des jeunes aujourd'hui qui se lancent dans le sonore à travers l'audioprothèse. Et ça nous a intéressés. Moi, j'interviens également en tant que professeur sur ces écoles-là. Et je me suis dit que ça serait intéressant d'associer justement ces écoles d'audioprothèse précisément aux écoles supérieures qui travaillent sur le sonore, je dirais, culturel. Je pense à la FEMIS, je pense à l'école du Lumière, je pense à toutes les écoles effectivement françaises et internationales qui seront là ce jour-là. Voilà, donc c'est aussi une petite nouveauté. Bien, et toujours le mercredi est une journée riche, puisque en plus de la pédagogie, le soir, à l'amphithéâtre La Roque, donc c'est à 2 pas d'ici, c'est au ministère de la Santé, nous aurons une rencontre sur la prévention santé, sur l'éducation à la santé auditive. Et donc je vous propose sans plus attendre une vidéo du professeur Paul Avant, qui malheureusement n'est pas parmi nous ce matin, mais qui animera cette soirée sur l'impact des basses fréquences sur la santé. Donc je vous laisse avec Paul Avant. La 17e semaine du son prendra cette année un élan particulier grâce au succès de ces démarches auprès de grands organismes, l'UNESCO, l'Organisation mondiale de la santé, et ces démarches lui permettent d'avoir maintenant une reconnaissance mondiale et avec un élargissement de ces actions à toujours plus de pays. Alors je m'en réjouis, j'ai pris grand plaisir à y participer ces dernières années, régulièrement dans le cadre notamment de la rubrique son et santé auditive, particulièrement importante parce que les impacts du son sur la santé peuvent être d'une part négatifs, il ne faut pas trop insister, il n'y a pas que ça bien sûr, mais les risques encourus par notre audition sont reconnus par l'OMS comme potentiellement préoccupants pour plus d'1 milliard d'individus, avec des expositions au bruit et à des sons de niveau excessif. Mais il ne faut pas oublier que le son est également une source de vie, le son, la musique, la parole, les échanges. La qualité de la perception auditive est donc un problème tout à fait important. La semaine du son s'attache particulièrement à le promouvoir, à éduquer les utilisateurs à une meilleure utilisation de leur capacité auditive. Alors je me réjouis aussi de soutenir les actions de la semaine du son qui sont pas seulement d'ordre organisation de conférences, mais aussi coordination de travaux de recherche. Ça, c'est particulièrement important pour que des travaux quant à l'impact de la compression, par exemple, soient étudiés. C'est également, il y a de larges implications des impacts des sons basse fréquence qui seront abordés cette année. Et la semaine du son a travaillé particulièrement à mettre en place des protocoles. J'ai la chance et l'honneur d'y participer pour que ces notions qui inquiètent à juste titre les professionnels, mais même un petit peu le grand public, soient étudiées scientifiquement. Et donc dans ce cadre, information, communication et progrès scientifique, eh bien, je me réjouis d'être encore là pour la 17e session de la Semaine du Son, en lui en souhaitant de nombreuses autres. Bon vent à la Semaine du Son UNESCO. Je remercie Lionel Collet qui est présent aussi avec nous aujourd'hui, qui a été aussi un des fervents défenseurs de la Semaine du Son au sein du ministère de la Santé. Paul est un homme extraordinaire, d'intelligence incroyable, c'est une célébrité internationale aujourd'hui. Il est d'ailleurs au Brésil aujourd'hui, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Mais avec lui, on va tâcher de s'intéresser à cette dimension incroyable qui est celle, effectivement, d'une sonorisation qui dérape totalement dans les basses fréquences, trop fortes, effectivement, qui ont des applications sur le plan de la santé auditive. Je vous rappelle que nous sommes à plus de 1,3 milliard de malentendants aujourd'hui sur la planète. C'est
inconsidérable. Nous sommes en relation directe avec l'OMS, l'OMS étant l'organe évidemment officiel de l'UNESCO, enfin correspondant à l'UNESCO finalement, vu que l'UNESCO ne s'intéresse pas directement à la santé auditive, ou à la santé d'une manière générale, mais l'OMS est là présente. Donc on a vraiment ces deux piliers qui nous appuient et qui nous aident précisément à faire connaître ces problématiques qui sont celles, effectivement, des mauvaises pratiques, là, du coup, liées à la sonorisation. Voilà, je voulais vous le dire, et c'est un point qui sera évoqué donc, au ministère de la Santé donc, ce soir-là. Bien. Et sachant que Paul Avant nous suit depuis l'origine de la Semaine du Son, et l'année dernière, nous avons traité du son qui soigne, parce qu'il y a aussi pas mal de thérapies positives par le son. Donc il y a le son qui peut blesser, enfin il y a le bruit qui peut blesser, mais il y a aussi beaucoup de sons qui soignent et beaucoup de sons harmonieux, ce qui me permet une transition habile avec la relation image et son. C'est le jeudi 23 janvier à la salle de projection du CNC, et donc j'appelle à me rejoindre Fanny Aubert-Mallory de l'Institut français, Nicolas Curien du CSA et Alain Besse de la CST, pour parler de la remise du prix du 3e concours international « Quand le son crée l'image » en partenariat avec la CST. Et donc, pendant que mes amis montent sur scène, je vous propose d'écouter le son sur lequel les candidats cette année créeront une séquence vidéo ou une séquence de fiction. Et donc, l'exercice imposé, c'est 90 secondes de son. Et tous les candidats n'ayant pas le droit de toucher au son. Donc, on va vous laisser. Donc, c'est un petit peu augmenté par rapport à l'année précédente. Donc, 1 minute 40 que je vous propose d'écouter. Et au mois de janvier, nous nous retrouverons tous les 4 avec quelques autres membres pour faire le jury de la qualité artistique. Donc je vous laisse imaginer toutes les histoires qui peuvent se raconter sur cette musique. Et donc je vous invite à nous rejoindre pour découvrir les lauréats qui ont remporté pour leur imagination en images. Et donc je propose à Madame Fanny Aubert-Mallory de l'Institut français d'intervenir quelques instants. Ensuite, mes autres collègues membres du jury. Et ensuite, nous vous ferons découvrir le résultat de l'année dernière, donc la vidéo lauréate de 2019, ce qui vous permettra de comprendre la démarche qui a été engagée et qui, pour l'instant, provoque beaucoup de créativité de la part d'artistes, vidéastes et réalisateurs. Donc, je vous laisse la parole. Muchas gracias. Buenos días, señor ambasador. Buongiorno, good morning, guten Tag, ohayo godaimasu, masal khair, kalisasmera, kostamu, kalisasmera,
Ça, c'est Fraliso para Paulina Estedo. On est à l'UNESCO quand même. C'est la fête des langues, c'est la fête du son. Merci, Christian, de cette idée. Elle me plaît, elle est formidable. À l'Institut français, on est complètement aux côtés de cette manifestation. Et moi, à titre personnel, vous ne pouviez pas trouver meilleure ambassadrice, parce qu'avec les quelques 10 langues que je parle, c'est inutile de vous dire que le son, la musique, pour moi, c'est un facteur de paix, de cohésion sociale. Entonces, muchas gracias. Je ne vais pas trop faire dans tout le sens. Un tout petit mot sur la contribution de l'Institut français à cette semaine du son. Christian est venu nous trouver. Ça fait plusieurs années qu'on est aux côtés de la semaine du son. On est particulièrement, nous, notre rôle à l'Institut français étant de disséminer la culture et ses valeurs dans le monde. Nous sommes particulièrement mobilisés autour du concours, donc quand le son crée l'image. Vous venez d'entendre la musique de Jorge Ariagana. Vous imaginez tous les jeunes réalisateurs, écoles de cinéma, en train de se dire quelles images je vais mettre sur cette musique, puisque c'est le son qui crée l'image. Donc on leur envoie tout ça dans le monde. Donc nous, à l'Institut français, on relaie cet appel à candidature, cet appel à projet, cet appel à vidéo d'1 minute 40 auprès des écoles de cinéma, etc. Et pour ça, on a un merveilleux réseau culturel. Et il y a des membres du réseau culturel dans la salle, évidemment, des collègues. Donc je les salue. J'en viens moi-même et c'est un plaisir. L'année dernière, grâce à ce relais dans le monde, et c'est pour ça que je dis que cette conférence de presse, cette année, elle est en français. It should be in English, it should be in Spanish. Lo tendríamos que hacer en todos los idiomas y en todos los países. C'est un enjeu qui est totalement international. On est entre nous, on se parle français ou quelques autres langues, mais c'est un enjeu, et je crois que Christian l'a totalement compris, qui dépasse les frontières, qui dépasse beaucoup de choses. J'aime beaucoup, en ce moment, je suis très dans l'expression l'effet papillon. Je pense qu'un petit geste, une petite cause peut avoir un très grand effet. Et j'espère qu'ensemble, on va y contribuer. Je ne vais pas être trop longue, je vais juste dire des choses très concrètes. On sera au jury, on remettra un prix en janvier. Et j'ai une petite proposition à faire. Tu n'es même pas au courant, mais voilà, c'est mon côté spontané. L'Institut français a la grande chance d'avoir dans le monde des salles de cinéma, des salles numérisées. Il y en a 56 sur les 4 continents, à Buenos Aires, à l'Alianza Francesa, au Brésil, à Prague, à Berlin, à Athènes. Et je proposerai aux salles de s'associer à la semaine du son. Alors, ce sont des auditoriums qui font du cinéma, du spectacle, etc. Je ne dis pas qu'ils pourront mobiliser une semaine, mais je dis qu'on peut essayer. Merci beaucoup. Oui, c'est bon. Donc le son crée l'image, c'est évidemment une image très forte, percutante, si je peux dire, au sens des percussions qu'on a entendues dans la bande sonore. Mais plus généralement, je dirais que, et c'est une expression évidemment chère à Christian, que le son accompagne l'image, que le son donne à voir l'image, il la met en scène. Et au CSA, on est bien placé pour le savoir, puisqu'on pilote le dossier de modernisation de la TNT, et on s'aperçoit, avec les expérimentations, qu'une image très haute définition n'est rien s'il n'y a pas la bonne barre de son qui va avec et qui restitue un son de qualité. Et je dirais aussi que le son donne à entendre l'image, voir et entendre. Et entendre ici au sens de la compréhension, de l'intelligibilité, du ressenti. C'est aussi entendre de manière émotionnelle. Et là aussi, ce rapport de complémentarité entre son et image, on le retrouve à la radio. Et avec le projet DAB+, le déploiement de la radio numérique terrestre, que je porte au sein du CSA, on retrouve, avec l'écran de données associées, cette complémentarité. Et là, c'est plutôt l'image qui devient complémentaire du son. C'est l'image qui donne à entendre le son. Bon, tout ça pour vous dire tout le plaisir, évidemment, que j'ai à partager avec mes collègues, ma présence dans le jury du prix Le son crée l'image. Merci. Merci à toi. Je propose à Alain Besse de nous rejoindre et de présenter lui-même le lauréat de l'année dernière, puisque moi je n'étais pas encore dans le jury, et donc le lauréat de l'année dernière, mais tu as peut-être quelque chose à nous dire avant, le lauréat est ici.
Voilà, Vidéo lauréate. Oui, présentant la vidéo. Par contre, je n'ai pas les noms, c'est pas grave. Oui, je voulais juste préciser avant que ce concours, donc ça sera la 3e édition. La première édition, c'était Jean-Michel Jarre qui avait composé la musique. La deuxième, c'était Jean Musy. À chaque fois, nous avons reçu plusieurs dizaines de vidéos venant du monde entier. Donc c'est vraiment un succès non seulement français, mais aussi international. Et que c'est organisé en collaboration, en partenariat avec l'Institut français, avec l'Union des compositeurs de musique de film, l'UCMF, avec la CST et avec Radio Campus, qui sont les partenaires de cette organisation. Et je voulais aussi préciser une dernière chose, c'est que cette année, il y a une petite nouveauté, puisqu'il y a aussi un concours de Quand le son crée l'image scolaire, c'est-à-dire en partenariat avec les académies de Créteil, d'Orléans-Tours et j'ai oublié les 2 autres. Il y en a 5, voilà, 5 académies en France, voilà, qui vont travailler avec les classes dans les collèges et dans des lycées pour proposer aussi à ce niveau-là, au niveau scolaire, d'avoir des images associées à cette même bande sonore de José Arriagada. Et, alors, le vainqueur du prix 2019, on vient de m'effacer, donc vous avez eu le temps de le lire, voilà. Anastasia Merkulova, je pense que c'est quelqu'un qui vient des pays de l'Est, très probablement, vous voyez, international en termes de participation, russe, probablement russe, voilà. Et je vous propose maintenant de regarder et d'écouter en même temps la vidéo qu'elle nous avait envoyée l'année dernière qui lui a permis de remporter ce prix. J'espère que je t'ai pas coupé. Nous avons reçu l'an dernier 50 films. Vous vous rendez compte? Mais imaginez-vous ce que ça représente. 50 films sur cette même bande-son. Absolument incroyable. Et c'est en cela que ce concours est intéressant. Il paraît anodin comme cela, mais en fait, si on a voulu le lancer auprès des écoles et de toutes nos écoles, c'est que précisément, ça va nous permettre à tout un chacun, à chaque enfant, de pouvoir écouter. Écouter pour mieux voir, encore une fois. Autrement dit, il y a une valeur pédagogique, vous l'avez entendu, sur cette démarche-là, et c'est un point tout à fait essentiel. J'enchaîne, vas-y, je t'en prie. Bien, donc nous arrivons au vendredi 24 janvier. Ça sera à nouveau dans la salle, ça sera à l'UNESCO dans la salle 11. Salle 11 qui connaît bien les sujets d'urbanisme, puisque nous avons déjà fait de nombreuses réunions sur son et environnement sonore dans cette salle depuis 3 ans. Et nous allons travailler sur un projet concret qui... c'est la ville de Courbevoie avec Pablo Katz. Et donc, je repasse la parole à Christian, qui, je crois que nous avons quelqu'un de la ville de Courbevoie parmi nous. Non.
Donc je vous laisse enchaîner. Oui, la ville de Courbevoie s'excuse, mais ils étaient aujourd'hui, effectivement, en séance plénière. Ils n'ont pas pu être présents ce matin. Pablo Katz, qui est ici, voilà, merci Pablo de me rejoindre, qui est donc un architecte de renom, avec lequel on travaille d'arrache-pied dans le cadre, effectivement, de cette structure qu'on a lancée il y a déjà plusieurs années, qui s'appelle « Penser le son des villes », « Penser ensemble le son des villes ». Aboutit à quelque chose de concret. Ça y est, on y est. Aujourd'hui, on est avec, effectivement, Courbevoie qui nous propose, tout simplement, une maîtrise d'ouvrage pour penser le son en amont de l'urbanisme et pour penser le son en amont d'un projet qui est en train de se mettre en place autour de la gare de Courbevoie, où, précisément, on va tâcher, effectivement, de faire des propositions avec un certain nombre de... avec Pablo et, effectivement, une équipe solide de maîtrise d'ouvrage, et des jeunes également qu'on va retirer, effectivement, qu'on va récupérer de certaines écoles BTP et architecture pour pouvoir réfléchir, effectivement, sur un son qui serait intelligemment pensé en amont de l'urbanisme, en amont de cette place publique qui est mise en place, encore une fois, pour 2021 à Courbevoie. Je laisse quelques mots, je laisse la parole à Pablo. Bonjour. Quelques mots, je pense que Madame la sénatrice Morin-Desailly l'a dit lors de son intervention au début de cette matinée. Les sons dans les villes, la question de l'urbanisme, c'est une question relevante. On vit dans une société urbaine, chaque fois plus urbaine. Ça a été dit, 50% de la population mondiale habite dans des villes. En France, c'est plus près de 80%, 75%. Donc, la question du son dans les villes, c'est une question majeure. On a pris conscience des questions environnementales, donc la haute qualité environnementale est rentrée dans les langages courants et fait partie des préoccupations que nous portons en matière d'aménagement, d'urbanisme et d'architecture. Et pourtant, l'environnement sonore, donc la qualité de l'environnement sonore, c'est un angle mort absolu de l'urbanisme et de l'architecture. Alors, dans l'architecture, on a pu introduire un certain nombre de normes qui ont permis de prendre conscience des questions du bruit et de l'intégrer au bâti, mais au niveau de la ville, c'est quand même un sujet qui est malheureusement trop longtemps resté absent. Lors d'un workshop qu'on a organisé dans le cadre de la Semaine des Sons, ça fait maintenant 2 ans, on avait commencé à poser cette question avec une certaine acuité, conscient de l'urgence qui a relevé cette problématique du son dans les villes, et un certain nombre de premières réflexions avaient pu émerger, et le but c'est de poursuivre et de pousser tout ça plus loin. Merci Pablo. Voilà. Nous aurons également un deuxième concours, un concours qui sera lancé là cette fois-ci auprès des écoles d'architecture et d'urbanisme et des BTP. Encore une fois, notre idée, c'est d'amener en fait les jeunes aujourd'hui à penser sonore. Hein, donc les jeunes architectes, il faut penser à eux. Donc on va lancer un concours qui s'appelle 2068. Donc on s'y prend un petit peu tôt, vous voyez. Place au son. Et ça sera donc lancé également à l'UNESCO. Voilà. 2 mots sur le concours, justement. Merci. Bonjour, donc nous allons lancer un concours dans les écoles d'architecture avec l'école de Lyon, l'école de Versailles et d'autres écoles pour imaginer le son d'une place en 2068. Donc pourquoi cette projection ? Le changement climatique va nous imposer de changer profondément le paysage sonore de nos villes, changement des revêtements de sol, diminution des moteurs à explosion et végétalisation. Face à ces changements, donc, le paysage va profondément changer et on voudrait que les étudiants se projettent dans cette place en 2068. Pourquoi 2068 ? Parce qu'il y a eu des événements en 1968 et le monde doit changer. Donc voilà, se projeter dans ce changement, pas forcément sous forme d'utopie ou de dystopie, mais véritablement de réflexion sur comment le son des villes doit se transformer pour qu'on soit dans un environnement vivable. Merci.
Bien, donc le vendredi était également une journée UNESCO et le samedi, retour dans la grande salle de l'UNESCO pour la diffusion sonore en son multicanal. Et donc j'appelle sur scène Étienne Cortel et Christian Hugonnet pour nous parler de cette rencontre du 25 janvier. Voilà, toujours est-il que notre idée est toujours la même, c'est que précisément, il faut écouter avec intelligence, et pour écouter avec intelligence, il faut écouter sans bouchon d'oreille. Donc nous sommes aussi conscients que le bouchon d'oreille n'est pas l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, et qu'il y a effectivement, dans la manière aujourd'hui de reconstruire le son dans les concerts et dans les salles de cinéma, une manière, une époque, une manière de s'y prendre qui est intelligente, et c'est de cela dont on voulait parler précisément lors de cette journée à l'UNESCO. Voilà, je laisse la parole à Étienne Cortel, qui représente justement la structure qui va nous mettre en place justement dans la salle 1, justement, une installation qui répond à nos demandes. Bonjour, merci Christian. Donc en fait, oui, on va mettre en place, et d'ailleurs on va regarder ça précisément aujourd'hui, le bon dimensionnement de ce système de diffusion pour la salle 1 sur en fait une technologie immersive qu'on appelle ELISA, qui est portée par El Acoustics au niveau international, donc qui n'est pas quelque chose d'expérimental, mais qu'on a déjà pu voir se développer avec des artistes majeurs dans tous styles musicaux. On voit des propositions aussi qui émergent de la part de nombreux constructeurs. En fait, nous, on est un des leaders mondiaux, mais il y a aussi d'autres qui commencent à promouvoir ce genre de technologie. L'avantage qu'on y voit principalement, c'est d'offrir d'autres dimensions créatives pour le live, que les créateurs sonores pour le live puissent se saisir des dimensions d'immersion qui vont vers une meilleure qualité sonore. En fait, quand on ne fait pas passer tous les sons dans un même canal, on a la possibilité de créer de la qualité, de ne pas travailler, de respecter les timbres beaucoup mieux, de respecter mieux les dynamiques. Et les retours qu'on a de manière générale, c'est qu'on a aussi la possibilité de baisser les niveaux sonores. Et ça, on pense que c'est effectivement quelque chose de très positif. Et à travers cette technologie, en fait, on pousse aussi une prise de conscience, on va dire, sur des bonnes règles, sur le dimensionnement des systèmes de sonorisation. Pas faire plus que ce qui est nécessaire, faire en sorte que notamment les basses fréquences soient bien diffusées et diffusées de façon homogène, sans surpression, notamment pour les gens qui sont en proximité. Et c'est des choses qui sont reprises au niveau international aussi, donc à l'Audio Engineering Society, où nous, on est actifs justement pour la promotion de ces bonnes pratiques auprès des publics de sonorisateurs. Et puis aussi à l'OMS, dont tu en parlais tout à l'heure, avec l'initiative Make Listening Safe, qui est très intéressante et qui va s'attaquer maintenant à la problématique des lieux de diffusion. Voilà. Merci. Merci. Donc le samedi 25 janvier, je vous propose de venir découvrir par vous-même cette qualité sonore. Donc ça contrastera peut-être avec le son des interprètes que vous avez dans les oreilles durant les sessions. Parce que là, c'est vrai que chaque fois qu'on se retrouve dans une qualité de son en 3D, on apprécie vraiment la qualité du son pour sa qualité intrinsèque. Et alors pour finir la semaine, le dimanche 26, dans la salle 1 de l'UNESCO, l'importance de la pratique musicale chez les jeunes. Et donc j'invite sur scène Jean-Claude de Calonne et Christian Hugonnet pour parler de cet après-midi de musique par les jeunes. Voilà, très rapidement, on disait tout à l'heure qu'on était à moins de 1% de jeunes qui pratiquent l'instrument de musique en France, ce qui est extrêmement peu. Donc on a eu cette idée cette année de mettre sur notre thème qui est celui de l'expression musicale, mettre en avant l'expression musicale des jeunes. Et donc on ouvre effectivement on ouvre la voie en tout cas à plusieurs types d'approches musicales, dont celles effectivement qui sont menées aujourd'hui par plusieurs structures, dont celle effectivement de Jean-Claude de Calonne. Passeur d'art, je te laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Écoutez, oui, faire de la musique dans des quartiers moins favorisés que d'autres, c'est quelque chose d'important. On se rend compte que l'apprentissage de l'orchestre dans des lieux qui sont généralement fermés à ces enfants, très défavorisés souvent, leur permet de s'apprivoiser avec l'école. Ça leur permet d'écouter, ça leur permet pour la première fois de saisir ce que c'est que le silence. Dans tous ces établissements où, en zone d'éducation prioritaire, généralement le bruit est permanent.
faire de la musique dans un orchestre, c'est quelque chose qui leur permet de se réconcilier avec le silence et d'apprécier l'écoute. Et cette semaine du son, à laquelle on a la joie de participer, va nous permettre de montrer vraiment ce que ces enfants sont capables de faire au bout de quelques années. Et puis voilà, cette année, j'ai voulu que... Tu as invité Passeur d'Art et c'était vraiment un vrai plaisir. Mais j'ai voulu qu'on s'associe avec une autre structure aussi qui s'appelle les Petites Mains Symphoniques, qui est un système porté par Éric Dufay et qui vient nous renforcer. On va avoir un très très bel orchestre à montrer et montrer que ces enfants sont absolument fantastiques. Le créateur du plus beau modèle d'éducation sociale par la musique du monde, c'était le maestro José Antonio Abreu au Venezuela. Et dans ce pays où rien ne marche, aujourd'hui, il y a 1 million d'enfants qui font de la musique intensément et qui savent ce que c'est qu'écouter. Et c'est vraiment très important. Merci. Donc merci à vous. La semaine du son à Paris donc, prendra fin le 26 janvier, mais elle débutera en région. Et donc je propose de vous donner un aperçu très rapide du programme de région que vous aurez sur Internet d'une façon plus complète. Et donc j'appelle Renaud David et Christian Hugonnet pour nous faire un petit clin d'œil donc Monsieur Grégoire Cheltoff, bienvenue, de Grenoble. Donc je vous invite à nous rejoindre sur scène. Voilà. Juste un mot aussi pour dire que par rapport à ce qui est dit sur la musique, bien évidemment, on fera également un débat pour savoir où on en est aujourd'hui en France sur l'approche de la musique. C'est un point tout à fait essentiel avec des invités tout à fait importants. La région, allez, un petit mot pour dire tout simplement que la région, c'est 40 villes françaises qui sont... la semaine du son n'existera pas si effectivement nous n'avions pas ce formidable enthousiasme de 40-50 villes françaises qui organisent chacun à leur manière, effectivement, une semaine du son. C'est près de 2500 personnes au niveau national quand même. C'est je ne sais plus combien d'événements, plus de 400 événements. C'est énorme. Autrement dit, bien comprendre qu'il y a effectivement dans ce mouvement-là quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, 2 petits mots, effectivement, sur ce qui se passe, par exemple, à Lille. Oui, on suit avec fidélité et grand intérêt la semaine du son depuis l'origine, j'avais descendu mon équipe de Lille à la première édition il y a 17 ans. C'était une journée sur la voix à la maison de la radio. Bon, je ne vais pas vous expliquer tout ce qui a déjà été dit sur le fait que le son rend l'univers sensible, que pour nous c'est un choix humaniste dans notre fonctionnement de refléter en fait tout ce qui se passe. Donc en ce qui concerne notre action, nous depuis 3 ans donc on fait des journées de table ronde en partenariat avec Pôle Emploi Hauts-de-France. Et donc cette année on a 4 tables rondes sur le montage son, le podcast, le son et la musique à l'image et l'édition musicale avec les compositeurs de musique à l'image. Vous avez été dans les premiers moments de la semaine du son tout de même. Ça, c'est très important de le dire. Voilà, un support important. Merci à toi. Merci à toi, Christian. Bien, une autre région dynamique, donc le Nord est très actif, et outre Quiévrain encore plus. J'appelle Marianne Binard pour nous dire quelques mots sur le programme de la semaine du son en Belgique. Bienvenue Marianne. Bonjour à tous. J'aimerais tout d'abord remercier Christian pour son invitation à nous donner la parole pour parler de la semaine du son en Belgique. Oui. Merci. La semaine du son a été créée à Bruxelles en 2011 et nous allons fêter notre 10e édition fin janvier, tout de suite après la semaine du son à Paris. Donc à Bruxelles, ce sera du 27 janvier au 2 février. Et également en Flandre et en Wallonie la semaine suivante. Donc à Bruxelles, comme c'est juste après Paris, je vous invite à venir suivre les activités. À Bruxelles, vous êtes les bienvenus. Depuis l'édition 2019, on peut souligner une ouverture vers la Flandre et la Wallonie qui prendra encore plus d'ampleur en 2020, notamment à Namur, qui aborde les 5 domaines de la semaine du son comme
Christian en parlait, et ce qu'on fait évidemment à Bruxelles aussi. Et aussi avec un partenariat tout nouveau avec le Delta, qui est le nouveau centre culturel de la province de Namur, qui a été entièrement rénové. À Charleroi, la même chose. Il y a une série d'activités qui seront organisées dans la Maison des Talents Partagés, qui s'appelle Alba et qui est tenue par Mélanie de Biasio, qui est une chanteuse de jazz originaire de Charleroi. Elle accueille une programmation croisée entre la Semaine du son de Bruxelles et les jeunes talents du Conservatoire de Charleroi. Un partenariat renouvelé aussi avec la ville d'Anvers pour un projet bicommunautaire autour de la composition de musique électroacoustique. Avec ces 3 villes, nous développons depuis cette année-ci de véritables partenariats concernant la programmation, la circulation d'artistes entre Bruxelles, Namur, Charleroi, Anvers, plus des activités à Gand également. Je voulais aussi souligner la collaboration des partenaires fidèles qui nous soutiennent depuis la première édition, l'accueil dans des lieux prestigieux comme Flaget, l'ancienne maison de la radio, le musée des instruments de musique, le botanique, la salle gothique de l'hôtel de ville à la Grande Place, pour ne citer que. Nous avons à peu près une 30aine de lieux à Bruxelles qui participent à la Semaine du son cette année-ci. Encore un petit mot sur le label 90dB. Dès la première édition, nous avons réuni autour d'une table ronde des tenanciers de salles de spectacle, des sonorisateurs de concerts, des médecins ORL et les pouvoirs publics pour aborder la question des niveaux sonores, des concerts et des dangers liés aux excès sonores. Je vais reprendre mon souffle, excusez-moi. Merci. Merci Annick. Nous avons poursuivi et multiplié nos actions en collaboration avec Bruxelles Environnement, de la région de Bruxelles-Capitale, qui nous soutient dans cette initiative. Et en 2007, nous avons créé le label 90dB Concert. Ce label 90dB Concert garantit au public qu'il n'encourt aucun danger physique, quelle que soit la sensibilité de leur système auditif et leurs habitudes d'écoute, et sans bouchon d'oreille. Je vous ai apporté un petit visuel de ce qu'est notre label 90dB. Je voulais vous dire aussi que la Semaine du son en Belgique, c'est plus de 60 concerts et performances, mais aussi des conférences, des ateliers découvertes, des expositions, des balades sonores dans la ville, des rallyes sonores. Soyez tous les bienvenus à Bruxelles et encore merci pour votre attention. Oui, vous avez compris, c'est une belle aventure européenne maintenant, depuis pas mal d'années d'ailleurs déjà. Vous avez compris que ce sont des équipes qui se mettent en place, ce n'est pas uniquement moi, c'est mon équipe, toute notre équipe au niveau national. Ce sont plein de bénévoles qui interviennent. C'est en cela que la Semaine du son, les Semaines du son européennes et internationales maintenant vont pouvoir se grandir et former un véritable projet, encore une fois international. Bien, donc la Semaine du son, donc c'est partout en France, c'est partout en Belgique, c'est dans de plus en plus de pays internationaux, mais c'est aussi durant l'année d'autres événements, comme par exemple le prix de la meilleure création sonore dans le cadre du Festival de Cannes, dans la sélection Un certain regard. Et donc j'appelle à me rejoindre Costa Gavras pour dire quelques mots sur le jury de la meilleure création sonore. Donc Costa, si vous pouvez me rejoindre, c'est la dernière séquence de cette matinée. Séquence cinéma oblige. Merci. Eh bien, vous avez tous entendu dire ou même prononcer les mots cinéma muet, cinéma parlant. Film muet, film parlant. Ben, le film n'a jamais été muet. Il y a toujours eu un orchestre choisi par les auteurs du film, ou alors, quand le cinéma avait les moyens, et puis quand le cinéma était beaucoup plus pauvre dans les quartiers, c'est les propriétaires des salles qui choisissaient avoir un piano, un pianiste,
qui composaient une musique selon les images. Parfois même, il y avait, quand il n'y avait pas du tout les moyens, il y avait un gramophone derrière l'écran que le propriétaire de la salle passait une ritournelle connue pour accompagner le film. Il y avait souvent aussi, quand il y avait les moyens toujours, des acteurs qui faisaient des blagues derrière, qui parlaient, qui faisaient des bruits, etc. Mais peu à peu, le cinéma est devenu parlant, comme on l'a dit, a changé de nature complètement, et les auteurs sont intéressés de plus en plus à la musique pour accompagner leurs films. Ils ont en général choisi des musiques existantes, ou alors composé ou recomposé, ou alors ils prenaient aussi des auteurs, des compositeurs pour faire la musique pour ce film. Et cela a beaucoup évolué. On est arrivé jusqu'au moment où les cinéastes eux-mêmes essayaient de trouver quelle musique correspondait à quelle scène. Et je crois que ma génération, personnellement, et ma génération, je crois, nous considérons la musique comme un autre personnage du film qui accompagne, qui collabore, ou plutôt qui dialogue avec les personnages du film, et les aide à évoluer, il les aide à se prononcer, il les aide à se placer dans l'histoire et dans le drame ou dans la comédie que l'histoire raconte. Et naturellement, cela a intéressé très vite les festivals. Mais au début, au festival, on considérait la musique comme un problème technique. Il y a eu, par exemple, à Cannes, pendant longuement, des prix techniques sur la bande sonore, comme on l'appelle dans notre jargon. Mais ça ne satisfaisait personne. Et puis, dans une discussion qu'on a eue avec Christian à un moment donné, je crois même que c'était l'idée de Christian, c'est d'essayer de créer un autre type de prix de Cannes. Le prix de la qualité, non technique, mais esthétique de la bande sonore, et plus particulièrement de la musique, mais de la bande sonore en général. Parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais très souvent, la bande sonore, elle est créée aussi. Elle est créée par le metteur en scène, par ses assistants sonores, pour certaines séquences. C'est-à-dire quand il y a souvent un son de vent, eh ben, on ne prend pas un son de vent, on le crée. On le crée dans des moyens tout à fait particuliers, avec des inventions extraordinaires parfois. Je vais vous donner juste un exemple. Il m'est arrivé de créer un vent violent et on ne le trouvait pas. Eh bien, l'ingénieur du son m'a proposé une plaque de métal très fine. Il a collé son micro contre la plaque de métal et il a frotté avec ses doigts. Tout d'un coup, c'est devenu une tempête extraordinaire. Donc, toutes ces inventions font que la bande sonore, c'est artistique. Et en parlant avec le directeur du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, il a accepté ce prix-là. Et finalement, le prix de la bande sonore, le prix artistique de la bande sonore a été créé depuis 3 ans. Et il y a eu très bons résultats. Et ça va poursuivre. J'étais encore en relation avec Thierry Frémaux il y a quelques jours. Et il m'a dit qu'il continue et il veut même lui donner une certaine dimension différente. On verra laquelle. On va voir avec Christian comment Christian le voit. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je crois que c'est une reconnaissance essentielle pour le cinéma, pour les cinéphiles, parce que la technique évolue d'une manière extraordinaire et qu'il n'y a plus de problèmes techniques, je crois, à dominer dans ce domaine-là. Tout est possible. Mais ce qui est nouveau, ce qui est extraordinaire même, c'est que cette bande sonore, et notamment la musique, fasse partie de l'esthétique du film. Je vous remercie. Merci. Ce qui était aussi important, Costa, ce qu'on s'était dit tous les deux, c'est qu'il fallait remercier un réalisateur et non pas un technicien. Autrement, vraiment remercier le réalisateur pour la dimension sémantique, artistique, narrative apportée par le sonore, qui était un point essentiel qui n'avait jamais été jusqu'à présent imaginé par Frémaux, ni par effectivement aucun festival au monde. Sûr. Oui, parce que le réalisateur, de plus en plus, collabore avec le musicien, sans être musicien lui-même. Mais il participe, il présente des morceaux de musique, classiques ou modernes, aux musiciens pour qu'ils lui expliquent, à moins qu'il y ait un réalisateur qui joue au piano, donc il peut le faire comme cela. Et le compositeur finit par comprendre ce que le réalisateur veut pour ces nouveaux personnages que la musique, que la bande sonore dans un film. On se donne rendez-vous le 20 janvier prochain à l'ouverture de la Semaine du Son. Merci d'avoir été avec nous ce matin. C'est avec plaisir. Bonne journée.
Y a-t-il des questions pour vous, journalistes, qui vous paraissent importantes? Allez-y, c'est le moment. Avant, on a un petit glissement d'une demi-heure, mais bon, il y a encore 5 minutes de questions si vous le désirez. Si tout est clair, on peut s'arrêter là, mais n'hésitez pas. J'en profite pour remercier nos partenaires aussi, c'est très important, sans lesquels, effectivement, la Semaine du Son ne serait pas la Semaine du Son de l'UNESCO aujourd'hui. Donc, je les remercie. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes là, effectivement. Je ne vais pas vous citer tous parce que je vais en oublier un, forcément. Voilà. Donc, autant vous dire qu'il faut absolument vous remercier tous. C'est une belle aventure aussi humaine. Évidemment, c'est aussi grâce à cela que nous avançons tous. Hein. Évidemment, nous avons besoin de vous, tous. Nous attendons Radio France, qui est toujours en fait un peu timide en ce moment pour nous rejoindre, mais ça va arriver. Nous savons que nous avons raison. Donc, vous ne le verrez pas ici. France Télévisions joue un rôle très important aussi aujourd'hui sur les médias. Nous aurons en fait un clip qui va tourner en boucle au mois de janvier prochain, qui va annoncer précisément la Semaine du Son. Et nous sommes en pourparlers avec Radio France pour lancer effectivement cet événement chez eux aussi. Oui. Alors la CST, Commission supérieure technique de l'image et du son, qui était dignement représentée tout à l'heure par Alain Besse, qui a assuré toutes les projections de Cannes depuis belle lurette. Eh bien, la CST, la Commission supérieure de métier du son, dont j'étais d'ailleurs le président à une époque, est responsable de la qualité de diffusion dans les salles de cinéma, et en particulier à Cannes. Voilà. Donc elle est avec nous aujourd'hui pour, dans le cadre précisément de ce prix, qui est le prix de la meilleure création sonore, mais aussi surtout quand le son crée l'image, avec effectivement une présence constante d'année en année d'un des membres de l'équipe de la CST. Et en même temps, on fait appel à eux lorsqu'on a des problèmes techniques également, comme vous pouvez vous l'imaginer. Voilà, donc la CST est effectivement présente de deux manières différentes, techniquement et en même temps sur le plan du cerveau, si je puis dire. Merci en tout cas à vous d'avoir été... merci à vous tous, effectivement, messieurs les ambassadeurs. Merci, madame l'ambassadrice nouvellement arrivée qui nous a fait une très belle ouverture. Je vous en remercie beaucoup. Je pensais aussi à votre prédécesseur qui a été aussi quelqu'un d'extraordinaire. Merci à vous. Merci à vous, journalistes. Merci d'avoir été là. Et donnons-nous effectivement la main pour propager cette semaine du son à travers nos régions françaises et aussi au niveau international. Merci à vous.